Merci, monsieur. On va donc, je vous propose à présent un sujet de transition. Un sujet de transition hautement important dans la mesure où il concerne le Cameroun et cette fameuse opération Épervier qui a permis, ou plutôt qui a facilité, j'allais dire, malheureusement sur un plan purement négatif, la distillation sur les réseaux sociaux d'un certain nombre de documents classés secrets, extampillés d'ailleurs, on écrit top secret. Mais on retrouve cela sur les réseaux sociaux. Finalement, le Premier ministre s'est indigné là-dessus et il a, comment dire ça, il a mis une circulaire. Oui. Il a émis une circulaire interdisant donc la publication des documents confidentiels dans ces réseaux sociaux. Mais rien n'a changé jusqu'ici. Et du coup, nous on s'interroge à quand l'application de ces mesures de sanctions prévues par le chef du gouvernement. D'ailleurs, puisqu'on parle du Cameroun, commençons par Yaoundé. Bilo Haïssi, c'est un dossier que vous suivez vraiment. Alors, pourquoi est-ce que jusqu'ici, la circulaire du Premier ministre n'est pas mise en application, notamment au niveau des réseaux sociaux? Lorsqu'on parle souvent, on croit qu'on insulte les gens. On n'insulte personne, mais il faut dire que ceux qui se prétendent hommes politiques chez nous ne sont que ce que le président a dit des apprentis sorciers. Parce que lorsque vous n'avez rien à dire, je crois que la meilleure façon de se taire. Mais on a engagé une lutte qui consiste à mettre les secrets de l'État dehors, pour déstabiliser tel, pour déstabiliser tel. Mais le véritable problème, c'est l'impunité qui règne. On ne devrait pas laisser... Le Premier ministre n'avait même pas à faire cette note. Il y a des dispositifs qui permettent de punir des gens qui détiennent des documents administratifs. Vous pouvez demander à un maître, il vous le dira. Alors, il fallait passer tout de suite à ce stade-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une note et puis est-ce qu'elle va être exécutée? Est-ce qu'elle va être appliquée? On se pose des questions pendant que la situation pourrit. Ce que je dis, il est important aujourd'hui qu'on forme des citoyens. On va me demander, mais le Cameroun est des citoyens camerounais? Non, un citoyen camerounais qui est ignorant n'est pas un citoyen. C'est un mouton de panurge qu'on peut mener à gauche, à droite, pour atteindre tel but, à qui on peut dire un truc en cachant le véritable agenda. Il n'a pas la faculté de discernement, il n'a pas la faculté de compréhension, parce que ces choses-là, ça concerne des élites. Non. Les citoyens devraient connaître que telle chose fait tort à mon pays. Lorsque vous divulguez des secrets, dans d'autres pays, c'est des infractions extrêmement graves. Parce qu'en divulguant les secrets de votre pays, vous le vendez à l'étranger. Et est-ce qu'il y a plus gros crime que de vendre son pays à l'étranger? Donc, je dis qu'il est souhaitable qu'on quitte l'espace des discours et qu'on rentre dans celui de la répression. On a déjà cette lettre que écrite, cette note du Premier ministre est déjà suffisante comme une sorte une sorte d'alerte. Donc, il faut aujourd'hui qu'on punisse ces gens qui mettent les secrets dehors. Ce n'est pas normal. Parce que un État, tout État a des secrets. Et ces secrets concernent la vie de votre pays. Et cette vie, c'est comme la vie familiale. Il y a des choses qu'on ne devrait pas mettre dehors. Mais comment est-ce que les politiciens camerounais croient que combattre tel ministre ou combattre le président de la République, c'est de divulguer telle ou telle chose? Là, il y a, je dis, une ignorance coupable. Une ignorance coupable qu'il faut effectivement punir. Et c'est mon avis. On ne devrait pas laisser ce genre de choses se perpétuer en se disant, écoutez, on va voir la prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois. Dès qu'il y a une faute, il faut punir. Parce que le laisser aller,
où la tolérance administrative, comme on dit chez nous, cette tolérance nous a causé énormément de tort. On ne peut pas continuer à en faire usage. Voilà ce que, de manière schématique, je voudrais exprimer à propos de cela. Merci Bilo Haïssi. Nous restons toujours à Yaoundé, Jean-Arthur Aoumou. Alors, mais comment est-ce que cela se passe? Les internautes, quand même, ils ne sont pas des magiciens pour se procurer des documents classés top secret, confidentiels. Comment ça se passe? Est-ce que c'est par erreur que cela se retrouve sur les réseaux sociaux? Malheureusement, mon frère Bachir, ce n'est pas par erreur. Parce que lorsque vous recevez un document confidentiel dans votre administration, c'est à vous. Et que quelques minutes plus tard, ce document se retrouve dans les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est un de vos collaborateurs, c'est l'un de vos secrétaires. Et donc on sait qui, par où la fuite a été organisée. Et donc, on doit sévir contre ceux qui organisent la fuite des documents confidentiels sur la place publique. Et cette fuite de documents confidentiels sur la place publique rentre dans la cabale qui est organisée contre le roi et sous. Maintenant vous comprenez petit à petit. Parce qu'effectivement, c'est parce que diverses fractions néocoloniales veulent s'approprier le pouvoir et sont en train de faire une course contre la mort, se disant peut-être que demain le chef d'État ne s'initiera plus, ou mieux alors même, on peut me le bousculer pour qu'on y soit. Et donc, quand ils mettent donc ces documents confidentiels sur la place publique, en réalité, ce n'est pas à nous que sont destinés ces documents. Ces documents-là sont adressés à leurs commanditaires de l'extérieur pour dire, nous venons de donner un coup contre X qui voulait nous empêcher de réaliser telle ou telle chose. Voilà le message réel de toutes ces fuites-là. Et pour effectivement faire croire à l'opinion internationale que l'opération Épervier n'a pas sa raison d'être, en réalité, c'est une question qui a été montée pour donner pour faire des coups tordus à quelques 2 ou 3 personnes dont la tête ne plairait pas à X ou Y. Alors qu'en réalité, il y a le but réel de l'opération Épervier qui est bien fondée, mais il y a diverses forces parce qu'elles savent qu'elles seront mises à nu par cette opération Épervier, veulent donc la torpiller, veulent donc la discréditer au sein de l'opinion en organisant donc toute cette apparente pagaille. C'est juste une apparence, mon frère Bati, pour donner l'impression que l'actuel chef d'État, l'actuel garde des Sceaux et autres ne maîtrisent plus rien à rien, et donc le pays est en train de couler à volo. Or, c'est ce qui n'est pas réellement le cas. Donc, il faut, pour revenir à votre question, comme je l'ai dit avant l'entame, il faut réprimer sanctionner lourdement toutes les personnes par qui les fuites sont passées, quel que soit leur rang, dans la hiérarchie, dans la hiérarchie civile ou militaire, quel que soit leur rang, quelle que soit leur confession religieuse, quelle que soit leur origine ethnique, ces personnes doivent être frappées. Parce que là, on voit très bien que la France-Afrique est entrée en mouvement et en compétition avec d'autres coteries impérialistes pour effectivement régler le problème de la succession à M. Biya. Et donc, c'est une guerre ouverte entre les Camerounais et le Cameroun et les agents de l'étranger déterminés à préserver le Cameroun dans leur giron au profit des multinationales et au détriment du Cameroun et de l'Afrique. Voilà Jean-Arthur Aoumou, voilà qui est bien dit et bien compris. Alors, Fotine, comment vous analysez cette situation? Vous êtes très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux et parfois vous me dites que vous êtes surpris même de voir que quelqu'un vous envoie même en inbox un document qui est censé être confidentiel et du coup en un clic tout est publié. Oui, ça dit que moi j'ai comme l'impression qu'il y a une culture
de préservation de son État que nous n'avons pas encore reçu. Chaque nation du monde a ses ennemis. Au sein de chaque administration, il y a des personnes qui ne travaillent pas pour le compte de l'administration, mais pour le compte peut-être de ceux qui, d'un côté, ont été déchus de l'administration à cause des mauvaises pratiques et qui pensent que peut-être contribuer à la destruction de cette administration pourrait permettre qu'ils sortent de là où ils sont envoyés aujourd'hui. Il y a comme une sorte de faux profil sur les réseaux sociaux qui a pour objectif de collecter un ensemble de documents classés secrets, parce que c'est quand même surprenant de retrouver dans ta boîte email ou dans ton compte Messenger un document signé par un haut cadre de l'armée devant circuler dans le secteur militaire et quelqu'un t'envoie 2-3 minutes par la suite, le compte n'est plus disponible, mais le document reste dans ton compte. Tout à fait. Mais ce qui me surprend, c'est ces personnes qui publient sont des Camerounais. Ces personnes qui publient vivent dans les villes de Yaoundé. J'en connais nombreux. Chaque fois qu'ils obtiennent des documents, je me demande par quel canal ils obtiennent ces documents. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, n'ont même pas l'information pour ce qui est d'une bagarre au quartier, mais qui se trouvent avec des documents d'une haute confidentialité qui ne devrait peut-être même pas se retrouver à la chaîne nationale. Ce que je pense, il s'agit de quoi? Il s'agit de que nous sommes arrivés à une période aujourd'hui au Cameroun où ceux qui nous dirigent se sont constitués en multiples clans et mettent une guerre entre eux. Il y a d'un côté des personnes dans l'armée qui ont besoin de déstabiliser autres personnes dans l'armée. Il y a de l'autre côté des personnes dans le système judiciaire, parce que vous allez voir l'ensemble de ces documents sont soit venant du ministère de la Défense, soit du ministère de la Justice. Ou de la DGSN. Voilà, ce sont ces deux institutions, donc du secteur de la sécurité nationale et même de la défense, et du secteur même de la justice. On retrouve dans ces documents signés par le délégué général de la Sûreté nationale, et qui parfois arrive d'ailleurs 15 minutes après sa signature. Mais s'il faut traquer ces personnes, je pense que nous avons à notre disposition autant d'instruments. Les réseaux sociaux, les États peuvent contrôler. Les comptes qui sont sur les réseaux sociaux, on peut contrôler. On peut arrêter ces personnes qui relaient les informations pour qu'ils nous disent, nous avons des systèmes. On ne peut pas quand même admettre qu'un document qui a été signé à Yaoundé, interdisant tel de ne pas sortir du territoire, et qu'à cette personne à un moment donné n'est même pas signifiée, mais doit être contrôlée pour la sécurité de l'État, pour la sécurité de notre économie, à un moment donné pillée par ces individus, se retrouve sur les réseaux sociaux. Moi je voyais encore ce matin une liste de près de 37 personnes interdites de sortir. Ça doit être un document signé hier. Mais je me demande donc comment de hier à aujourd'hui, on connaît le cheminement de ce document, on connaît dans quel service ce document peut transiter pour arriver où ça se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il s'agit d'un côté des personnes qui ont envie de se livrer une guerre, de remplir une victoire et utiliser les petits activistes des réseaux sociaux. Permettez, moi je suis un activiste également, mais il y a des choses que je ne peux pas publier, il y a des choses que je ne peux pas commenter, il y a des choses que je refuse de voir. Puis j'ai une page qui est suivie par des milliers de personnes, il y a des photos que je dois recevoir, il y a des plaintes contre des hommes politiques qu'on m'envoie en inbox, tel homme politique m'a extorqué de l'argent, est-ce que tu peux publier? Et les gens le font, au bénéfice de qui? Quand tu vois ces personnes qui publient ces documents, qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes? Et quand donc demain, nous voyons notre pays va de plus en plus vers une corruption qui cesse de croître, et lorsqu'on tente par tous les moyens, soit d'arrêter ceux qui pillent nos fonds, lorsqu'on tente d'arrêter certaines personnes qui montent des coups contre le Cameroun, les mêmes personnes qui demandent un Cameroun bien gouverné sont aussi ceux-là qui diffusent les informations de la destruction de la bonne marche de l'administration. Je pense que nous devons avoir un esprit patriotique. On ne peut pas aimer Mbia, on peut ne pas aimer Laurent Nguesso, on peut ne pas aimer ministre, on ne peut pas aimer tel général ou tel homme politique, mais on doit aimer le Cameroun parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. On s'aime ou pas, nous sommes condamnés à être Camerounais. Très bien. Merci Fautine. D'Alvaris Ngoudjou. Décidément, donc, quand on a bien compris la lecture de ceux qui vous ont précédé, il s'agit ici d'une bataille de réseau, d'une bataille de clans. Dès que je reçois un document qui peut être préjudiciable, et puis moi je le publie tout simplement, peut-être en essayant de faire comme Maître Momo dit souvent, de te mettre dans la prison morale. Oui, Bachir, je pense qu'il faut toujours diagnostiquer le mal en profondeur.
il peut y avoir une bataille de réseau, une guerre contre un certain nombre de personnes. Mais même dans la guerre, il y a les règles de la guerre. Tout à fait. Il y a toujours des règles du jeu. Pourquoi est-ce que je le dis? L'exemple hier, par exemple, de M. Fouti. Hier, j'étais encore au bureau. En pleine journée, je reçois du DGSN, délégué général de la Sécurité nationale. Une note signée du DGSN. Oui, du DGSN. Oui, oui. Une note confidentielle. Portant justement sur près de plus d'une trentaine de personnes. Certains ayant occupé de très hautes fonctions, rang de gouverneur, parfois assimilables de ministre, au Cameroun, qui ont l'interdiction de sortir du territoire. Ils ont l'interdiction de sortir du territoire. Juste que les destinataires de la note, en l'occurrence, les commissaires des aéroports de Douala, de Yaoundé ou de Garoua, qui sont les aéroports internationaux, les responsables des postes frontières, etc., sont les destinataires de la chose, mais semblerait-il ne sont même pas encore informés de la chose, alors que je reçois la note avant. Moi, j'ai appelé un ami, justement, qui a DGSN, je lui dis, mais gars, chez vous, là, vraiment, c'est si rapide, hein. Le Premier ministre, ça fait à peine quelques jours, souligne que les documents même du gouvernement ne doivent pas sortir. Mais chez vous, c'est les notes confidentielles même du délégué général. Parce qu'en fait, au Cameroun, le responsable de la sécurité nationale, en fait, c'est le président de la République. C'est pourquoi la délégation de la sécurité nationale est mise sous la présidence de la République. Donc, celui qui est là n'est qu'un délégué. Ça veut dire que, à l'instant où le Premier ministre prend des mesures interdisant la sortie des documents confidentiels du gouvernement, vous, cette fois-ci, c'est même les documents de la présidence. Parce que la délégation générale de la sécurité, ça répond à la présidence. L'autre n'est que délégué. Donc, le responsable direct, c'est le chef de l'État. Il me dit, gars, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais cependant, il faut bien comprendre le cheminement dans des pays sérieux de l'information confidentielle. Dans des pays sérieux, tels que l'Israël, tels que l'Iran, tels que la Russie, ou même tels que la Chine, même aux États-Unis, cela existe. Les informations confidentielles marchent dans un réseau intranet. Ça veut dire qu'il y a un réseau parallèle qui n'est pas directement lié à Internet, dans lequel l'information confidentielle circule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce n'est pas une guerre de réseau, par incompétence ou même par manque d'infrastructure digne de ce nom, l'information confidentielle peut se trouver sur Internet. Je prends l'exemple simple. L'élément simple en matière de sécurité nationale, au niveau de la DGSN par exemple, les informations sérieuses de ce type, je n'en marche pas par les messages fax. Tout à fait. C'est un peu ancien les messages fax. Tout le monde regarde ça, les messages fax. Tout le monde peut. Il y a des types d'informations que vous avez un appareil très très simple, vous connectez, vous pouvez lire. C'est pas crypté. Il y a prière, espace. Exact. Très bien. Deuxième chose, et vraiment c'est ce qui est, à mon avis, lamentable pour beaucoup de pays africains, ce n'est pas le cas seulement du Cameroun. C'est que des gens prennent une information du DGSN, on scanne l'information, on scanne comme un papier tout loin, on met les gens en copie, ça veut dire tous les sénateurs, on les met en copie. C'est un mail simple en fait. Un mail simple qu'on envoie à tout le monde. Un mail simple peut être intercepté par tout le monde. Un mail simple peut être diffusé par tout le monde. Il suffit que vous ajoutez une adresse simple, une simple adresse simple. Ça veut dire que je vous envoie le mail à 10 personnes. Je mets une tierce personne, une 11e personne en copie cachée. Ça veut dire qu'elle reçoit le mail. Pourtant, elle n'apparaît pas dans la liste des personnes qui reçoivent le mail. Mais maintenant, nous sommes en train de faire des commentaires des faits. C'est pourquoi je dis au Cameroun et en Afrique, essayons de faire la prévention, pas seulement la répression. Est-ce qu'il y a un système intranet sécurisé pour la circulation des informations confidentielles? S'il n'y en a pas, il faut prendre des mesures. Parce que dans le prochain débat, dans la prochaine thématique, vous ferez allusion à Boko Haram et tous ces gains. S'il y a de l'information qui circule comme ça, c'est très facile que les gens interceptent. Maintenant, je dis, j'ai appris qu'il y a un département de guerre cybernétique qui est mis en place à Yaoundé. Mais que font ces personnes? Quel que soit le document que vous avez mis sur Internet, si l'on veut vous retrouver, on va vous retrouver. Les comptes se créent soit par email, ça veut dire email qui est lié à une adresse IP identifiable, soit par numéro de téléphone qui est identifiable. Ça veut dire, si un document confidentiel du DGSN signé hier est sur les réseaux sociaux dans la même journée d'hier, on peut remonter jusqu'à établir la première personne qui a diffusé ce document. Et quand la personne est identifiée, neutraliser la personne. Neutraliser, ça veut dire punir la personne. Je suis convaincu que s'il y a des punitions, 1, 2, 3, 4, 5... En tout cas, le Premier ministre a pris des mesures, 5 au total, allant, n'est-ce pas, de
le respect des normes de procédure jusqu'à la répression jusqu'ici. Pour moi, les mesures du Premier ministre, Ouais. mais c'est d'abord le Premier ministre Yann Philemon, je l'aime beaucoup. Mais mieux tard que jamais. Oui, non, moi je l'aime beaucoup Philemon, mais d'abord il est diplomate. Nous autres on ne comprend pas ça. Oui. C'est qu'il a passé des tonnes d'années au Canada en tant que diplomate. On n'est pas dans le langage de la diplomatie ici. Les mesures de ceci, vraiment, on frappe. Il y a deux principes de base en matière de sécurité, c'est honneur et fidélité. C'est le tribunal militaire, diffusion de secrets confidentiels qui touche à la sécurité de l'État. S'il faut dire qu'on va vraiment hein, c'est au Cameroun qu'on gère ce type de choses. Quoi, je dis le Cameroun, c'est vraiment une curiosité planétaire. À mon avis, il faut frapper les mesures qui sont prévues dans la loi et par le tribunal militaire. Je suis convaincu que si on le fait, parce que même un civil qui fait ce type de choses se met sous la loi militaire. Parce que quand vous trahissez un secret militaire, on vous juge selon la loi militaire, on oublie que vous étiez civil quand vous le faisiez. Je suis convaincu que si on le fait 1, 2, 3 fois, les documents qui touchent à la tête de l'État, les documents qui touchent à l'intelligence économique de l'État du Cameroun, je suis convaincu qu'on peut plus retrouver ça partout. Parce que dans d'autres pays, est-ce que vous le voyez, en Égypte, en Tunisie, en Algérie, en Israël, ça n'existe pratiquement pas. C'est beaucoup plus au Cameroun. Merci d'Alvaris. Simo. Oui, moi je disais que je pense que c'est une question, c'est l'impunité qui est en train de gagner toute la République. Parce que quand vous avez, on commence pas par la corruption dans tout le pays. Vous voyez les gendarmes qui sont sur une route, des contrôles qui ne servent à rien. Des voitures passent bondées. On ne fait aucune répression. On ne punit pas. On reste à des contraventions. Ce n'est pas des documents confidentiels qu'on va punir. Puisque c'est la suite de la corruption qu'on a laissé perdurer sur tout le territoire. Il ne faut pas seulement voir là où on a chuté. Je pense que pour lutter contre ces histoires-là, il faut lutter contre tout le système. Il ne suffit pas de lutter simplement sur l'histoire des lettres de documents confidentiels. C'est tout un système qu'il faut combattre. Vous ne pouvez pas commencer à couper, à détruire un arbre par les branches et les troncs. Et vous faites quoi des racines? Mais ça va pousser. Je pense que la solution, c'est détruire tout le système à partir des racines. Tant qu'on ne l'a pas fait, on peut bavarder, on peut péronner. Le Premier ministre a écrit ici ou ça. Est-ce que déjà le Premier ministre, qui le respecte là-bas? Je ne sais pas. Qui le respecte? Moi, la première fois, j'ai vu un monsieur qui, quand il saluait le ministre, il le saluait comme ça là. C'est quand on l'a chassé qu'il s'est mis à se rappeler que c'était le Premier ministre. Non, il faut qu'on arrête ce cinéma-là. Tant qu'on n'a pas commencé à prendre des gens au sérieux, là où ils se trouvent, à mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, on peut bavarder, on peut tout faire. C'est des histoires. Je vais vous rappeler une chose. Vous avez sur certains postes des gens qui ont passé presque 30 ans, 40 ans. Oui. Ils ne contrôlent plus rien. Il est habitué à faire n'importe quoi. Il ne sait même plus comment on peut passer une lettre confidentielle pour arriver à la destination. 30 ans, ça fait trop. Vous voyez des gens, par exemple, qui on les a mis dans une société, dans une gestion d'une société. Ils ont fait 25 ans au même poste. Même s'il va voler à détourner, souvent ce n'est pas de son bon vouloir. C'est même parce que sa présence sur place a fait en sorte qu'il a développé des habitudes pour lesquelles il n'était pas prêt. Des gens peuvent être de bonne foi. Malheureusement, le fait de rester sur place pendant des années crée des automatismes. Des automatismes qui ne peuvent pas s'en défaire. La famille même vient le bousculer pour mettre en place leur système. Et pourtant, s'il faisait 3 ans et qu'on l'enlevait, l'autre qui arrive, il fait 3 ans, on l'enlève, et on prend des jeunes qui sortent des écoles. Et en plus, vous avez une connerie qu'on appelle ENAM au Cameroun. Je suis désolé d'appeler connerie. C'est pas une connerie, c'est l'école normale d'administration et de magistrature. Oui, l'école de magistrature. Ils sont tous en prison. Voilà l'école de la magistrature. Ils sont tous en prison. Il y a quand même quelques-uns. Il y a quand même quelques-uns. On n'est pas tous pourris. Monsieur Bachir, je ne dis pas que tous sont pourris. Mais la majorité sont en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faute n'est pas à l'école, mais à l'individu. Bon, le problème, c'est quoi en fait? La méritocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on a compris que des jeunes qui sont formés ailleurs peuvent venir diriger ce pays, on va passer tout le temps à se tromper. Parce que ce ne sont pas toujours les gens qui dirigent bien un pays qui peuvent aller à l'ENAM. Il y a des enfants qui sont formés à l'extérieur et qui méritent ces places-là et qui ont appris un peu, je ne sais pas comment qualifier, mais on les laisse pour dire, comme ils sortent de l'ENAM, ils connaissent tout. Les gens connaissent. Souvent, vous prenez des magistrats, vous les mettez à la tête d'une société, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle gestion. Il a pour signer les pavillons, on fabrique n'importe quoi et on les met en place. Non, c'est nous qui devons tout faire pour mettre en place des gens qui méritent et pas sortir simplement de l'ENAM. L'ENAM n'est pas une école où on forme les sorciers. D'accord. On doit récupérer tout le monde dans l'administration et mettre à l'envers pour que le pays avance. Très bien, merci Simo. Maître Momo, le constat est donc là, les documents
confidentiels de l'État se trouvent dans tous les mass médias. Et du coup, le Premier ministre quand même prend des mesures. Je le disais tout à l'heure à mon cher ami d'Alvaris Ngoudjou, qui vont, n'est-ce pas, de l'appel au respect jusqu'à la répression. Alors, est-ce que l'heure n'est pas à la répression Monsieur quand on voit la gravité de la chose? C'est tellement grave que il faut comprendre les mobiles principaux qui poussent des responsables, parce qu'il faut rectifier le tir. Ce ne sont pas les derniers des Camerounais qui font ces publications, ce sont des responsables. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez en main un document qui provient de la Délégation générale à la Sûreté nationale, qui aime, lorsque vous regardez le papier, l'entête, c'est Présidence de la République, oui. Secrétariat général, Délégation générale à la Sûreté nationale, et puis vous avez le texte qui est signé, marqué, frappé du sceau confidentiel. Comment un document de pareille envergure peut se retrouver en d'autres mains que celles indiquées? Il faut comprendre. Le premier mobile, M. Bachir, vous constatez que ces documents concernent une catégorie de personnes. Oui. C'est-à-dire ceux qui de près ou de loin sont concernés par. Oui, c'est-à-dire que ceux qui de près ou de loin sont investis de certaines prérogatives de puissance publique. Je vais être plus clair. Oui. Des personnes qui sont appelées à côtoyer le patrimoine financier de l'État. Donc, quand le document se retrouve dans les réseaux sociaux, première raison, ce sont des complices qui informent les auteurs principaux de prendre toutes les dispositions pour s'éloigner des arcanes judiciaires. Vous avez compris, vu avec l'histoire d'Atanakuna, l'ancien ministre des Mines, qui se retrouvait au Nigeria malgré ces documents, les documents financiers. Donc, les détournements des deniers publics, la corruption sont en quelque sorte une pieuvre. C'est pour cela que dans ces dossiers, vous allez retrouver les personnes les plus insoupçonnées. Lorsqu'on divulgue, par exemple, des documents top secrets, confidentiels, c'est à partir de ce niveau que s'organise non seulement l'insolvabilité, c'est-à-dire faire disparaître le corps du délit au cas où, mais aussi et surtout de paralyser la procédure. Et lorsqu'on aura paralysé la procédure, on aura atteint celui-là qui a la charge, la responsabilité de ce dossier. Diffuser de tels documents devient dans ce cas comme une sorte de lanceur d'alerte, même si c'est dans le mauvais sens, c'est-à-dire une manière de dire à l'autre, oui, essaye de t'échapper avant. Prendre des dispositions. Oui. Je ne voudrais pas que tu me cites, ou je ne voudrais pas être impliqué. J'étais soutenu dans cette activité. Je ne voudrais pas judiciairement être impliqué. Prendre des dispositions à temps. Soit pour organiser l'insolvabilité, et je répète, soit uniquement pour nuire à la personne qui a la responsabilité de cette opération épervier. C'est le ministre d'État, garde de ce Laurent Esso, et le chef de l'État lui-même. Pour lui dire, votre opération, c'est une foireuse opération. Deuxième élément, si à défaut de paralyser le dossier de procédure ou d'organiser l'insolvabilité, il faut tout simplement prouver qu'il n'y a pas d'État, que nous sommes dans une république bananière, parce qu'il est incompréhensible qu'un document frappé du sceau confidentiel, un document administratif top secret, se retrouve dans la rue et dans la poubelle. Donc, cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'État. Il faut comprendre derrière cette histoire une suite des réseaux. Ce sont des réseaux. Ce sont les réseaux qui sont en train de faire la sale besogne. Et pourquoi les réseaux font la sale besogne? Ils font la sale besogne, premièrement pour se protéger, deuxièmement pour se positionner, parce qu'il y a une guerre de positionnement autour du chef de l'État de nos jours. Il y a une guerre de positionnement où des gens sont en train de s'entre-détruire. Mais est-ce que parce qu'il y a une guerre de positionnement, on va dire que tous les coups sont permis? Tous les coups sont permis. Y compris des coups qui vont, comme le disait Fauting, détruire même l'État pour lequel nous appartenons. Puisqu'ils ont le plus grand intérêt, pas d'intérêt, pas d'action, qu'est-ce que vous voulez? S'il faut aller au niveau de détruire l'État, ils sont prêts à le faire. Monsieur Bachir,
je vais vous faire comprendre que dans ces réseaux de corruption et de détournement de deniers publics, il s'agit en réalité d'une guillotine. Il n'y a pas de cœur. Les gens agissent outre mesure. Il n'y a pas de considération. Donc, tous les coups sont permis. Vous avez vu la cabane de Jeune Afrique s'agissant du dauphinat entre guillemets du chef de l'État. Et si c'était lui? Oui, je crois qu'on a encore la une. Donc, nous sommes en année électorale où tous les coups sont permis, tant au niveau sur le plan intérieur qu'à l'international. Vous comprendrez que l'opération Épervier, on a le plus grand intérêt, les publics ont le plus grand intérêt qu'elles reprennent de la plus forte des manières. Vous avez regardé dans ce dossier, monsieur, dans ces publications des documents top secrets, certaines personnes qui sont même déjà sous le coup d'une condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, comme le détournement des deniers publics, le braquage est en réalité une pieuvre. Lorsqu'on a coupé cette tentacule, il y a une autre qui reste encore en activité. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut regrouper et puis de façon claire, le Premier ministre, on ne doit pas rester tout simplement sur des mots lacunaires qu'il faut punir. Il faut passer de la parole à l'acte pour que les gens comprennent que la divulgation d'un secret professionnel est une infraction punissable des peines d'emprisonnement. Très bien, merci Maître Momo. Et nous accueillons sur notre plat le doyen Noah Sadio qui nous a rejoint. Noah Sadio, bonsoir, bienvenue au débat panafricain édition de ce dimanche 8-04. Je vous sois très redevable d'être venu vous rejoindre avec un retard. J'avais un étranger qui m'a pris un peu de temps. Je m'en excuse. L'important c'est que vous soyez là. L'Afrique est très fière de votre présence. Et vous nous rejoignez au moment où nous nous interrogeons, Noah Sadio, sur ces documents qui fuitent comme ça, des documents classés confidentiels, top secret, urgents, signés, estampillés par les hautes autorités de l'État, et puis on les retrouve comme ça dans les réseaux sociaux. Le Premier ministre a pris un certain nombre de mesures. On se demande à quand l'application de ces mesures. Alors, c'est d'où notre question à votre endroit. Comment faire pour, n'est-ce pas, limiter, pour, comment dire, réduire au maximum la publication des documents secrets confidentiels de l'État dans les réseaux sociaux? Merci Bachir. Un sujet très intéressant. Vous savez, j'ai l'habitude de dire nul n'est né voyou, nul n'est né voleur, nul n'est né ce qu'il est. On le devient, selon le milieu qui vous a fabriqué. Vous avez dit les documents, ce n'est pas le propre du pays, donc du Cameroun. Ce problème est devenu un fléau en Afrique. Je vous ai dit que les gens viennent en politique, mais ils ne savent pas souvent où ils vont. Et la politique étant ce que je vous ai décrit, et que la dernière des faits étant la prison, après avoir joui des privilèges. Les privilèges vous amènent à tout croire, même à l'immortalité. Parce que vous êtes malade tout de suite. Quittez votre berceau de l'humanité, le Cameroun, directement dans un hôpital à Paris. Alors que le colonel lambda est resté sur place en train de se gorgorlou, de se débrouiller pour se soigner. C'est ça qui pousse les gens à avoir trop osé, même chez moi, au Sénégal. Vous savez, c'est ma deuxième patrie ici. Je connais les gens. Vous dites le Premier ministre, mais je crois qu'il risque d'avoir un peu de retard pour le faire. Un document que Momo a signé comme mon patron, il me le passe pour que je le sécurise. Ce document devient dehors, mais c'est moi qui ai trahi Momo. Et c'est compliqué. Voilà. Pourquoi les gens cherchent midi à 14h? J'ai dit un document qui est signé par vous-même. Oui. En tant que responsable de ce plateau, vous me dites, ah, c'est confidentiel. On le voit dehors, c'est moi. J'ai parlé à l'oreille à ma femme, parce que le plaisir était immense, où on était dans l'extase. Mais il dit ça à sa soeur. Sa soeur dit ça, mais ne dit à personne. C'est ça. C'est comme ça.
Les gens ici sont trop imbus de leur personne. C'est très facile. C'est facile, pourquoi vous vous compliquez? Moi, je n'abonde pas dans votre sujet. Le NAM, comme m'a dit mon cher ami et frère, le NAM est une école nécessaire. C'est ceux qui sont partis dans le NAM qui en ont fait ce qu'elle est devenue. Oui. Mais c'est une bonne école. C'est une école de formation. C'est pour former les gens. Oui, peut-être. Ça dépend du sens qu'on le prend. Et c'est l'individu le problème. Le problème, c'est l'individu. Et l'argent. Si on ne se méfie pas de l'argent, l'argent fait tout. Il a dit qu'on lui amène des documents comme ça. Ouais. Il a eu le courage de le dire. Je crois que comme si on l'écoute, on n'amènera plus. Vous êtes dans une dynamique. Moi, je préfère qu'on n'amène même pas parce que déjà quand... Mais je suis en train de vous dire que, comme tu l'as dit si bien, et que tu l'as dénoncé, peut-être un idiot ne viendra plus. Oui. Voilà. C'est ça votre grandeur. Je ne suis pas en train de vous accuser. C'est ça. L'Afrique est mal partie. L'Afrique noire, très mal partie. C'est son idée de dire non. Si moi je vous en prie. On ne discute pas là-dessus. Fougerolak avait dit à Senghor, et je crois l'éminent professeur connaît Fougerolak, et il sait Senghor. Il a dit le Sénégal, où va le Sénégal? Senghor l'a rapatrié, mais il a eu la grandeur de le ramener. Parce qu'il dit tiens, ce monsieur, ce qu'il disait c'est bon. Où va le Sénégal? Les présidents de la République, c'est des gens qu'on doit accompagner. Oui, ça c'est clair. On doit les accompagner dans le travail. Mais si vous, en l'accompagnant, vous cherchez à dire que quand je m'asserai là, comment je vais faire et tout ça. C'est ça qui nous amène dans cette catastrophe des documents qui suivent. Je dis, ce n'est pas le propre du Cameroun, c'est le propre de l'Afrique. Imagine-toi, tu fais quelqu'un Premier ministre, comme mon cas, le cas de mon président. Aujourd'hui, il a son parti, il est devenu président et les gens l'envolent. Parce que qui? Tu sais pourquoi? Parce que celui qui était là, à qui on a rabassé les oreilles, celui-là et ceci, l'a foutu dehors jusqu'à lui dire que ta mère est un sorcier. Moi, si tu me dis que ma mère Geneva est sorcier, je crois que tu vas me mettre en prison, mais on va lutter là-bas. Parce que tu ne l'as jamais vu faire le cannibalisme avec tes femmes. Voilà le problème. Il n'y a rien à dire d'extraordinaire là-dessus. On épilogue, on perd la philosophie. Tu m'as donné un document, tu m'as dit, chut, je prends ce document, je le garde, je sais que c'est chut, mais je dis à ma femme au lit, parce que les bas étaient bien, excusez-moi, je ne suis pas arrogant, et tu lui dis, elle aussi, elle va aller dire ça à un autre. Ça commence comme ça. Ou bien on te dit, tiens, si tu connais quelque chose, dis donc, on partage le gâteau et qui, c'est ça, l'argent. Les gens courent derrière l'argent. Ils font ce qui est impossible. C'est les 5 P de la politique. L'argent, tout. Finalement, tu vas en prison. Parce que les gens viendront, d'autres diront, non, c'est pas comme ça, ils vont se battre contre toi et c'est fini. Maintenant, quand le bateau est en train de couler, chacun cherche comment sortir, et nager et partir. La prétention, le pouvoir, le prestige, les privilèges et finalement la prison. Voilà. Merci en tout cas. Alors, docteur Basileke, en définitive. Oui, en définitive, Bachir, tout ce qui a été dit depuis qu'on a entamé ce sujet me semble parfaitement fondé. Mais je voudrais ajouter une chose. Les gens de mon âge, les gens comme Bello Aïssi, Noah Sadio, nous avons été élevés dans un système où on nous disait voler n'est pas bien. Il faut aimer sa famille, il faut aimer son pays. C'est ça la patrie, c'est-à-dire la terre de mes parents, la terre des fatherland, comme disent les anglo-saxons. Malheureusement, depuis quelque temps, les enfants vont à l'école et on leur apprend à dériver les équations, à réciter un certain nombre de choses sans se soucier de cet aspect moral. Et comme malheureusement, Noah Sadio, il nous protège quand il dit que ce n'est pas le propre du Cameroun. Et comme malheureusement au Cameroun, les salaires, les revenus sont désespérément bas, l'enfant qui n'a pas reçu un minimum d'éthique lors de sa formation, la première fois qu'on lui présente 100 francs, ça devient de la valeur absolue. Quand c'est 1000 francs, ça devient très important. 1 million, regardez les enfants soldats, comment on les appâte.
Ils ont faim, alors on leur propose un repas, un simple repas, et ils se font enrôler dans les armées. Donc moi je crois qu'au-delà et en plus de ce qui a été dit ici, nous devons revenir vers les problèmes de l'éthique. Nous avons la chance, nous Camerounais, d'être un pays où, heureusement, il n'y a pas de clivage entre les religions, les imams, les prêtres, les pasteurs, tous ceux qui ont des responsabilités des groupes, parce que les églises, ce sont les confessions, ce sont des groupes. Eh bien, qu'ils reprennent le bâton du pèlerin et qu'ils nous apprennent, qu'ils apprennent aux jeunes générations que, au-delà de ce que j'ai besoin pour moi-même, si quelque chose manque à mon pays, c'est plus grave que ce qui me manque à moi. Ça, pendant quelques années, pendant quelques décennies, on l'a oublié au Cameroun, et je suppose que si on revenait dessus, on changerait tout. Et à cela, on a ajouté la maigreur du revenu. Parce qu'un Camerounais, même ministre, hein, si vous voyez ce qu'il gagne, j'ai toujours dit ici, il n'est pas normal qu'un professeur d'université au Sénégal gagne 1,5 fois, 4,5 fois, pardon, ce que gagne son collègue camerounais. Oui. Avec ça, on vous maintient dans les bas niveaux de la pyramide de Maslow. J'en ai également parlé. Et quand vous êtes à ce niveau-là, vous oubliez ce que c'est que le patriotisme, c'est que l'honneur d'être camerounais. Parce que j'ai un ami nigérien, je ne dis pas que le Niger n'est pas un beau pays, mais un jour, il était venu en stage à l'endroit où je travaillais. Vraiment, il m'a dit, si on pouvait payer pour être camerounais, je payerais. Ça veut dire que nous avons la chance d'avoir un pays merveilleusement beau, une population absolument travailleuse et plutôt intelligente. Après 30 ans d'enseignement, je sais de quoi je parle. Et pourquoi donc ces fléaux s'installent chez nous? La corruption, l'incapacité de garder la confidentialité. Même dans la cellule de base qu'est la famille, il y a ce qu'on appelle les secrets de famille. Et dire à un enfant, papa, ça c'est un secret de famille, n'en parle jamais à personne. Si vous le lui dites dès le bas âge et que progressivement il constate que c'est ce que vous faites vous-même, il va l'intégrer. Même les entreprises ont des secrets de fabrication. Chaque employé a le devoir de protéger son entreprise. A fortiori les États qui ont des secrets de diplomatie, qui ont des secrets de sécurité, qui ont intérêt à garder en secret leur stratégie. Quand ça se retrouve dehors, ça veut dire qu'il n'y a plus. C'est un renversement des valeurs, comme disaient les philosophes du siècle dernier. Eh bien, je crois que les religions, l'État lui-même, le système éducatif doit revenir sur sur son passé et comprendre que former un citoyen, ce n'est pas seulement lui donner le savoir, c'est également le préparer à devenir un bon citoyen, c'est le préparer à connaître que l'amour de la patrie, ça n'a pas de prix. Voilà ce que nous avons oublié et dont malheureusement nous souffrons aujourd'hui. L'amour de la patrie n'a pas de prix. Alors, un message d'Alain Roche-Ngantia, ce qui se passe au Cameroun, dérive d'un déficit sérieux de civisme et de patriotisme. Quand on sait que tous les ministères au Cameroun ont un chef de service informatique, ingénieur en sécurité de réseau, il est clair que ceci est un hacking. Il faut déjà savoir que quand un ministre a un email du type yahoo.fr, il n'est pas en sécurité. Et Alain Roche d'ajouter, j'avais indiqué en 2013 que le moyen le plus sûr de communiquer confidentiellement au Cameroun, c'est par pli fermé. C'est son point de vue. Et parlant de point de vue, on va prendre 2 ou 3 téléspectateurs avant de lancer le prochain sujet. Alain Thierry nous appelle depuis la France. Alain Thierry, bonsoir. Bonsoir. Je dis bonsoir en demandant aussi les nouvelles de Bazakani parce que ça fait un moment, je ne vois pas, j'espère qu'il est en bonne santé. Il est en bonne santé, Alain Thierry. Ok. Rassurez-vous, il est juste il est en mission. Voilà.
Ok, merci, c'est bon. Merci pour l'info. J'aimerais commencer par dire que ce qui se passe, c'est que j'ai entendu un des panélistes dire que si ce qui se passe n'est pas les NAM et que c'est la faute des personnes, non, c'est pas les NAM qui est le problème. Ça me rappelle ce que je vois qui se passe aux États-Unis. On dit que si les armes tuent les gens, si on tue les gens, c'est pas les armes qui sont le problème, mais c'est les personnes qui sont le problème. Bon, en fait, on est dans un... Quand on revient à dire ça dans une société, ça veut dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. Si les NAM ont été conçus depuis la colonisation, on va dire le système colonial pour dominer, pour contrôler, est-ce que depuis on a réformé les NAM pour qu'elles soient au service du peuple camerounais? Vous savez, quand le président Paul est arrivé pour voir, il a dit rigueur et moralisation. Mais vous savez, si le président lui-même était sérieux, il ne peut pas dire ça au Camerounais, rigueur et moralisation. 150% des richesses du Cameroun se trouvent quelque part. Donc il faudrait que... Parce que si tu apprends à ton enfant, si tu veux éduquer ton enfant, tu dis non, voler n'est pas bien, tu ne dois pas laisser quelqu'un te dépouiller, tu dois défendre ta famille. Il faut que tu tires toi-même les conclusions de ça, parce que si ton enfant demain se rend compte que tu es incapable de protéger ta famille, que tu payes 50% de ton argent à quelqu'un pour rien qui ne t'apporte rien, là ton enfant ne va plus te respecter. Hein. Donc ce qui se passe au Cameroun, c'est que est-ce que le président est capable de réformer le système? Moi je lui pose la question. Parce qu'on ne peut pas être dans un système où les gens, l'impunité atteint des sommets, parce que tout le monde se dit que ah non, si tu n'attaques pas le pouvoir du président, cela, parce que personne ne voit clair dans l'histoire de l'opération épervier. Du moment où les gens ne voient pas clair dans l'opération épervier, on ne sait pas si le président lui-même était un magistrat, parce qu'il n'y a pas d'institution indépendante comme ce que le président existe et veut faire au Tchad, où les magistrats seront élus pour qu'ils dirigent la justice, que ce soit indépendant. Parce que quand on attend le président pour que le président décide qui on va poursuivre ou telle personne qu'on va poursuivre, les gens se disent toujours que non, c'est peut-être parce que ceux-là, on a le droit de voler, parce que peut-être ceux-là ont voulu, je ne sais pas s'ils ont un coup différent avec le président, c'est pour ça que le président les poursuit. Et donc, en terminant, je vais sortir pour nous poser la parole et dire qu'il y a des solutions pour faire arrêter la corruption, même les fuites des documents dans les réseaux sociaux, il y a des solutions. Mais on va pas inventer le fil, on sait comment ça se fait, comment on fait pour contrôler, et on sait comment on peut arrêter ceux qui le font. Mais est-ce que ceux qui le font aujourd'hui ont peur de l'administration, ont peur de la sanction? Est-ce qu'ils savent que la sanction ne sera pas appliquée parce qu'ils ont des gens, parce que la justice a un article terrible, et que pour que la justice soit en marche, il faut que ce soit le président, sachant qu'ils ont des anciens auprès du président de la République, ils savent que ça ne va jamais les atteindre. Peut-être c'est pour ça. Et je termine en disant ceci à monsieur le professeur Batseken, qu'il ne faut pas qu'il nous dise que l'église ou les imams vont venir nous apprendre la moralité. Parce que la moralité, c'est qu'on a déporté plus de 10 millions de Noirs il faut connaître l'histoire et des Africains. Et donc, il ne faut pas nous apprendre ça. Merci. Merci Alain Thierry. Je crois que vous êtes peut-être mal compris. En tout cas, merci de passer aussi le message. Hein. Vous savez, Alain Thierry n'est pas dans nos religions là que vous connaissez, hein, les religions importées comme il l'appelle, tout comme mon ami Fauting. En tout cas, ça n'empêche pas que nous voyons, nous regardons vers la même direction. C'est ça le plus important. Merci. Nous prenons un autre téléspectateur, c'est Sekou qui nous appelle du Canada. Monsieur Sekou, bonsoir. Monsieur Sekou? Monsieur Sekou? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, avant que je commence là. Oui, ça va. Vous avez oublié la règle aujourd'hui. Tu vas me laisser parler aujourd'hui. Il n'y a pas fait des semaines. Il n'y a pas de problème. J'essaie de vous avoir à des semaines, des jours, je n'arrive pas. Bon. Il n'y a pas de problème. Éloignez-vous seulement de... Pourquoi? Je ne sais pas, franchement, de quelle école sortent nos stratèges africains. Mais en matière de stratégie, si on n'arrive pas à localiser l'adversaire, on a plusieurs choix pour y parvenir. Le premier, le plus efficace et le plus sûr, est de tracer des sentinelles cachées et très discrets sur l'étendue du territoire où évolue l'adversaire.
En cas d'attaque, on poursuit l'ennemi, on fait exprès de décrocher afin que l'assaillant pense qu'on a abandonné la poursuite. Et c'est en ce moment que les sentinelles prennent la relève et suivent discrètement l'ennemi jusqu'à son retranchement. Attention, les sentinelles n'engagent jamais d'ennemi, elles se contentent de rester en contact avec lui et elles engagent l'adversaire seulement si leur vie est menacée ou sur ordre de l'hiérarchie directe désignée. Le mot désigné est très important car il répond uniquement à cette autorité et ne répond qu'à elle. La réussite d'une telle opération repose vraiment sur la discrétion absolue et la prise de certaines dispositions, dont l'interdiction du survol du territoire couvert par les sentinelles si possible, afin que les complices de l'ennemi les donnent la position des sentinelles par thermodétection. Si tout cela échoue, il y a aussi la tactique de la terre brûlée de nos ancêtres. Le second fait appel aux technologies nouvelles. Désolé, Béchir, je ne peux pas en parler sur les antennes car c'est très stratégique et connu de très peu d'armées et je ne voudrais pas mettre le plus à l'oreille de l'adversaire qui n'était intéressé qu'il me contacte par le biais d'Afrique Média. Alors, pour terminer, à ce qui est du Mali, IBK a des couilles qui prennent son téléphone et disent qu'Edouard Philippe ne vienne plus au Mali et que les Français rentrent chez eux. Que les Maliens soient libres de manifester comme ils veulent et quand ils veulent. Ce message s'adresse directement au peuple malien. Au Mali, où sont passés tes vaillants ancêtres, comme Biton Koulibaly, Sekou Amadou, Soudiata Keïta, Soni Alibert, Askia Mohamed, où sont passés les enfants de tous ces gens-là? Vous faites manipuler par de simples petits Français. Mali, retrouve ta dignité et ta voyance et chasse les envahisseurs de la tête de tes ancêtres. Chasse IBK, car il est une indignité, un déshonneur et une honte pour le Mali et pour toute l'Afrique. Et pour terminer, Béchir, je tire mon chapeau au grand frère Biloa. L'Afrique a intérêt à l'écouter et comprendre ce qu'il dit. En l'écoute, j'ai l'impression qu'il dit exactement le fond de ma pensée. Il veut que l'Afrique retrouve son honneur, sa dignité et son intégralité. Il veut que nous soyons désaliénés, que nous soyons nous-mêmes. Je suis très étonné de constater que sa vision soit si mal comprise par un Africain lambda de nos jours, après tout ce que nous avons cité depuis toujours. S'il vous plaît, réinventons l'Afrique. Bravo et merci à vous tous. Bonne journée. Bonne journée, Sekou. Et donc, j'ai laissé mon ami Sekou aller jusqu'au bout de sa pensée. Et nous prenons donc le dernier appel pour cette série. Et cette fois-ci, il nous vient du Cameroun. C'est M. Wafo. Voilà. M. Wafo, bonsoir. Oui, bonsoir, Bachir. Merci de me donner l'occasion d'intervenir pour ce sujet que vous avez ce soir. C'est un sujet vraiment important concernant notre pays. Vraiment, ça me donne de couler des larmes parce que ce sujet est vraiment touchant. Quand on se rend compte à quel point notre administration peut être corrompue, au point où des dossiers confidentiels peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux simplement parce que des individus voudraient soit protéger leurs proches, soit la possibilité à leurs proches d'effacer des traces peut-être de leur détournement et autres. Parce qu'il ne s'agit que de ça en fait, Bachir. Vous vous rendez compte, dans notre pays, pour être recruté, si vous n'avez pas de parrain, si vous n'avez pas quelqu'un placé en haut, et quand le recrutement se fait de cette manière, comment est-ce que vous pouvez vous étonner de savoir que demain ou après-demain, si on a éjecté celui qui t'a fait recruter et que tu te retrouves face à un document qui peut le compromettre, les gens vont être tentés de vouloir sauver celui qui lui a permis d'être là à ce poste.
dont la médiocrité a remplacé la méritocratie dans notre pays. Et c'est ce que nous décrions chaque jour. Je crois que notre chef d'État, le chef d'État de ce pays, le président Paul Biya, devrait à un moment donné prendre conscience et comprendre que si ça arrive à ce niveau, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème même de recrutement. Le docteur Basilekin, tout à l'heure, a fait allusion au salaire. Voilà des multiples raisons qui peuvent expliquer pourquoi les gens peuvent arriver à un tel niveau de corruption. Vraiment, c'est terrible. Et à un moment donné, moi, je crois qu'il faut arrêter la saignée. Ça devient de plus en plus grave. Et je ne sais pas où est-ce que nous allons arriver dans ce pays avec de tels comportements. On parlait tout à l'heure du recrutement des internautes capables d'intercepter ou bien de pouvoir intercepter des messages ou de remonter la filière de ces fuites d'informations. Je vous rappelle que tous ces gens-là, même ces internautes-là qu'on a recrutés au niveau de la présidence pour pouvoir rattraper ou bien empêcher certaines diffusions de certains messages secrets, ces hommes-là sont recrutés par qui? C'est toujours par ces réseaux. Et quand ils sont recrutés à ce niveau-là, je vous assure, même quand ils vont voir des messages comme ça, même pour dire qui a fait cela, ce serait difficile. Parce que si vous regardez bien, celui qui lui a recruté, peut-être c'est celui qui est en danger. Et peut-être c'est lui qui a diffusé ce message secret. Et il ne peut pas, le vendre. Vous voyez que la corruption est à tous les niveaux. Le recrutement est mal fait. Ce n'est pas la méritocratie. Et de cette façon, vraiment, notre pays ne peut pas se développer. Il faut que le chef de l'État arrive à prendre conscience et à se dire que vraiment, la classe politique qui l'entoure est pourrie. Ou bien qu'il trouve de nouvelles méthodes. Non, peut-être pour mieux rémunérer, comme a dit le docteur Basilekin, tous les ministres qu'il y a autour de lui, les professeurs et tout, pour que les gens puissent au moins se sentir à l'aise avec leur petit salaire. Et si tu as un bon salaire, et tu te retrouves en train d'être, on te rattrape dans la corruption ou bien dans la mafia, on te sanctionne sévèrement, soit en te destituant de ton poste, ça va donner des leçons aux autres et ils ne pourront plus continuer dans cette même lancée. Mais quand on ne vous paye pas déjà bien, vous voyez même déjà dans notre administration, pour faire perdre quelqu'un son poste, c'est souvent très difficile. Il va falloir que ce n'est que la présidence qui puisse prendre des sanctions contre un fonctionnaire en le faisant destituer. Parce que à ce niveau, pour qu'un fonctionnaire obéisse à son chef hiérarchique, ça devient très difficile au Cameroun. Vous allez voir dans des services publics là, pour qu'un simple agent obéisse à son chef hiérarchique, c'est souvent difficile parce que lui, le simple agent, est par moment recruté depuis la présidence. Malheureusement. Merci en tout cas, M. Wafo, pour votre intervention. Vivement que la circulaire du Premier ministre soit mise en application, notamment en ce qui concerne les mesures répressives, parce que le mal est vraiment, comment on dit ça, très profond. Merci Simo. Eh bien, ils ont l'intention de sortir du territoire. Juste que les destinataires de la note, oui, en l'occurrence, les commissaires des aéroports de Douala, de Yaoundé ou de Garoua, qui sont les aéroports internationaux, oui, les responsables des postes frontières, etc., sont les destinataires de la chose, mais semblerait-il ne sont même pas encore informés de la chose, alors que je reçois la note avant. Oui. Moi, j'ai appelé un ami, justement, qui a DGS, je lui dis, mais gars, chez vous, là, vraiment, c'est si rapide, hein. Le Premier ministre, ça fait à peine quelques jours, souligne que les documents même du gouvernement ne doivent pas sortir. Oui. Mais chez vous, c'est les notes confidentielles même du délégué général. Parce qu'en fait, au Cameroun, le responsable de la sécurité nationale, en fait, c'est le président de la République. C'est pourquoi la délégation de la sécurité nationale est mise sous la présidence de la République. Donc, celui qui est là n'est qu'un délégué. Ça veut dire que, à l'instant où le Premier ministre prend des mesures interdisant la sortie des documents confidentiels du gouvernement, vous, cette fois-ci, c'est même les documents de la présidence. Parce que la délégation générale de la sécurité, ça répond de la présidence. Oui. L'autre n'est que délégué. Donc, le responsable direct, c'est le chef de l'État. Il me dit, gars, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais cependant, il faut bien comprendre le cheminement
dans des pays sérieux de l'information confidentielle, dans des pays sérieux tels que l'Israël, tels que l'Iran, tels que la Russie, ou même tels que la Chine, même aux États-Unis cela existe, les informations confidentielles marchent dans un réseau intranet. Ça veut dire qu'il y a un réseau parallèle qui n'est pas directement lié à Internet, dans lequel l'information confidentielle circule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ce n'est pas une guerre de réseau, par incompétence ou même par manque d'infrastructure digne de ce nom, l'information confidentielle peut se trouver sur Internet. Je prends l'exemple simple. L'élément simple en matière de sécurité nationale, au niveau de la DGS par exemple, les informations sérieuses de ce type, je n'en marche pas par les messages fax. Oui, tout à fait. C'est un peu ancien les messages fax. Oui. Tout le monde regarde ça, les messages fax. Tout le monde peut. Il y a des types d'informations que vous avez un appareil très très simple, vous connectez, vous pouvez lire. C'est pas crypté. Oui, il y a prière, espace. Exact. Très bien. Oui. Deuxième chose, et vraiment c'est ce qui est, à mon avis, lamentable pour beaucoup de pays africains, ce n'est pas le cas seulement du Cameroun. C'est que des gens prennent une information du DGSN, on scanne l'information, on scanne comme un papier tout loin, on met les gens en copie, ça veut dire tous les sénateurs, on les met en copie. C'est un mail simple en fait. Un mail simple qu'on envoie à tout le monde. Un mail simple peut être intercepté par tout le monde. Un mail simple peut être diffusé par tout le monde. Il suffit que vous ajoutez une adresse simple, une simple adresse simple. Ça veut dire que je vous envoie le mail à 10 personnes. Je mets une tierce personne, une 11e personne en copie cachée. Ça veut dire qu'elle reçoit le mail. Pourtant, elle n'apparaît pas dans la liste des personnes qui reçoivent le mail. Mais maintenant, nous sommes en train de faire des commentaires des faits. C'est pourquoi je dis au Cameroun et en Afrique, essayons de faire la prévention, pas seulement la répression. Est-ce qu'il y a un système intranet sécurisé pour la circulation des informations confidentielles? S'il n'y en a pas, il faut prendre des mesures. Parce que dans le prochain débat, dans la prochaine thématique, vous ferez tout à l'heure allusion à Boko Haram et tous ces gains. S'il y a de l'information qui circule comme ça, c'est très facile que les gens interceptent. Maintenant, je dis, j'ai appris qu'il y a un département de guerre cybernétique qui est mis en place à Yaoundé. Mais que font ces personnes? Quel que soit le document que vous avez mis sur Internet, si l'on veut vous retrouver, on va vous retrouver. Les comptes se créent soit par email, ça veut dire email qui est lié à une adresse IP identifiable, soit par numéro de téléphone qui est identifiable. Ça veut dire, si un document confidentiel du DGSN signé hier est sur les réseaux sociaux dans la même journée d'hier, on peut remonter jusqu'à établir la première personne qui a diffusé ce document. Et quand la personne est identifiée, neutraliser la personne. Neutraliser, ça veut dire punir la personne. Je suis convaincu que s'il y a des punitions, 1, 2, 3, 4, 5... En tout cas, le Premier ministre a pris des mesures, 5 au total, allant en espace de le respect des normes de procédure jusqu'à la répression jusqu'ici. Pour moi, les mesures du Premier ministre, mais c'est d'abord le Premier ministre Yann Filemon, je l'aime beaucoup. Mais oui, non, moi je l'aime beaucoup Filemon, mais d'abord il est diplomate. Nous autres on ne comprend pas ça. C'est qu'il a passé des tonnes d'années au Canada en tant que diplomate. On n'est pas dans le langage de la diplomatie ici. Les mesures de ceci, vraiment, on frappe. Il y a 2 principes de base en matière de sécurité, c'est honneur et fidélité. C'est le tribunal militaire, diffusion de secrets confidentiels qui touche à la sécurité de l'État. S'il faut dire qu'on va vraiment hein, c'est au Cameroun qu'on gère ce type de choses. Quoi, dire le Cameroun, c'est vraiment une curiosité planétaire. À mon avis, il faut frapper les mesures qui sont prévues dans la loi et par le tribunal militaire. Je suis convaincu que si on le fait, parce que même un civil qui fait ce type de choses se met sous la loi militaire. Parce que quand vous trahissez un secret militaire, on vous juge selon la loi militaire, on oublie que vous étiez civil quand vous le faisiez. Je suis convaincu que si on le fait 1, 2, 3 fois, les documents qui touchent à la tête de l'État, les documents qui touchent à l'intelligence économique de l'État du Cameroun, je suis convaincu qu'on peut plus retrouver ça partout. Parce que dans d'autres pays, est-ce que vous le voyez? En Égypte, en Tunisie, en Algérie, en Israël, ça n'existe pratiquement pas. C'est beaucoup plus au Cameroun. Merci d'Alvaris. Simo. Oui, moi je disais que je pense que c'est une question, c'est l'impunité qui est en train de gagner toute la République. Parce que quand on commence par la corruption dans tout le pays. Vous voyez les gendarmes qui sont sur une route, des contrôles qui ne servent à rien, des voitures passent bondées, on ne fait aucune répression, on ne punit pas, on dresse à des contraventions. Ce n'est pas des documents confidentiels qu'on va punir, puisque c'est la suite de la corruption qu'on a laissé perdurer sur tout le territoire. Il ne faut pas seulement voir là où on a chuté. Je pense que pour lutter contre ces histoires-là, il faut lutter contre tout le système.
il ne suffit pas de discuter simplement sur l'histoire des lettres de documents confidentiels. C'est tout un système qu'il faut combattre. Vous ne pouvez pas commencer à couper, à détruire un arbre par les branches et les troncs. Et vous faites quoi des racines? Mais ça va pousser. Je pense que la solution, c'est détruire tout le système à partir des racines. Tant qu'on ne l'a pas fait, on peut bavarder, on peut péronner. Le Premier ministre a écrit ici ou ça. Est-ce que déjà le Premier ministre, qui le respecte là-bas? Je ne sais pas. Qui le respecte? Moi, la première fois, j'ai vu un monsieur qui, quand il saluait le ministre, il le saluait comme ça là. C'est quand on l'a chassé qu'il s'est mis à se rappeler que c'était le Premier ministre. Non, il faut qu'on arrête ce cinéma là. Tant qu'on n'a pas commencé à prendre des gens au sérieux, là où ils se trouvent, à mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut, on peut bavarder, on peut tout faire. C'est des histoires. Je vais vous rappeler une chose. Vous avez sur certains postes des gens qui ont passé presque 30 ans, 40 ans. Oui. Ils ne contrôlent plus rien. Il est habitué à faire n'importe quoi. Il ne sait même plus comment on peut passer une lettre confidentielle pour arriver à la destination. 30 ans, ça fait trop. Vous voyez des gens, par exemple, qui on les a mis dans une société, d'une société. Ils ont fait 25 ans au même poste. Même s'il va voler à détourner, souvent ce n'est pas de son bon vouloir. C'est même parce que sa présence sur place a fait en sorte qu'il a développé des habitudes pour lesquelles il n'était pas prêt. Des gens peuvent être de bonne foi. Malheureusement, le fait de rester sur place pendant des années... Parce qu'elles savent qu'elles seront mises à nu par cette opération épervier, veulent donc la torpiller, veulent donc la discréditer au sein de l'opinion, en organisant donc toute cette apparente pagaille. C'est juste une apparence, mon frère Bati, pour donner l'impression que l'actuel chef d'État, l'actuel garde des Sceaux et autres ne maîtrisent plus rien, et donc le pays est en train de couler à volo. Or, c'est ce qui n'est pas réellement le cas. Donc, il faut, pour revenir à votre question, comme je l'ai dit avant l'entame, il faut réprimer sanctionner lourdement toutes les personnes par qui les fuites sont passées, quel que soit leur rang, dans la hiérarchie, dans la hiérarchie civile ou militaire, quel que soit leur rang, quelle que soit leur confession religieuse, quelle que soit leur origine ethnique, ces personnes doivent être frappées. Parce que là, on voit très bien que la France-Afrique est entrée en mouvement et en compétition avec d'autres coteries impérialistes pour effectivement régler le problème de la succession à M. Biya. Et donc, c'est une guerre ouverte entre les Camerounais et le Cameroun et les agents de l'étranger déterminés à préserver le Cameroun dans leur giron au profit des multinationales et au détriment du Cameroun et de l'Afrique. Voilà Jean-Arthur Aoumou, voilà qui est bien dit et bien compris. Alors, Fotine, comment vous analysez cette situation? Vous êtes très actif d'ailleurs sur les réseaux sociaux et parfois vous me dites que vous êtes surpris même de voir que quelqu'un vous envoie même en inbox un document qui est censé être confidentiel et du coup en un clic tout est publié. Oui, ça dit que moi j'ai comme l'impression qu'il y a une culture de préservation de son état que nous n'avons pas encore reçu. Chaque nation du monde a ses ennemis. Au sein de chaque administration, il y a des personnes qui ne travaillent pas pour le compte de l'administration, mais pour le compte peut-être de ceux qui, d'un côté, ont été déchus de l'administration à cause des mauvaises pratiques et qui pensent que peut-être contribuer à la destruction de cette administration pourrait permettre qu'ils sortent de là où ils sont envoyés aujourd'hui. Il y a comme une sorte de faux profil sur les réseaux sociaux qui a pour objectif de collecter un ensemble de documents classés secrets, parce que c'est quand même surprenant de retrouver dans ta boîte email ou dans ton compte Messenger un document signé par un haut cadre de l'armée devant circuler dans le secteur militaire et quelqu'un t'envoie 2-3 minutes par la suite, le compte n'est plus disponible, mais le document reste dans ton compte. Mais ce qui me surprend, c'est ces personnes qui publient sont des Camerounais. Ces personnes qui publient vivent dans les villes de Yaoundé. J'en connais nombreux. Chaque fois qu'ils obtiennent des documents, je me demande par quel canal ils obtiennent ces documents. Ce sont des personnes qui, à un moment donné, n'ont même pas l'information pour ce qui est d'une bagarre au quartier, mais qui se trouvent avec des documents
d'une haute confidentialité qui ne devrait peut-être même pas se retrouver à la chaîne nationale. Ce que je pense, il s'agit de quoi? Il s'agit de que nous sommes arrivés à une période aujourd'hui au Cameroun où ceux qui nous dirigent se sont constitués en multiples clans et mettent une guerre entre eux. Il y a d'un côté des personnes dans l'armée qui ont besoin de déstabiliser autres personnes dans l'armée. Il y a de l'autre côté des personnes dans le système judiciaire, parce que vous allez voir l'ensemble de ces documents sont soit venant du ministère de la Défense, soit du ministère de la Justice. Ou de la DGSN. Voilà, ce sont ces deux institutions, donc du secteur de la sécurité nationale et même de la Défense, et du secteur même de la Justice. On retrouve dans ces documents signés par le délégué général de la Sûreté nationale, et qui parfois arrive d'ailleurs 15 minutes après sa signature. Mais s'il faut traquer ces personnes, je pense que nous avons à notre disposition autant d'instruments. Les réseaux sociaux, les États peuvent contrôler. Les comptes qui sont sur les réseaux sociaux, on peut contrôler. On peut arrêter ces personnes qui relaient les informations pour qu'ils nous disent, nous avons des systèmes. On ne peut pas quand même admettre qu'un document qui a été signé à Yaoundé, interdisant tel de ne pas sortir du territoire, et que cette personne à un moment donné n'est même pas signifiée mais doit être contrôlée pour la sécurité de l'État, pour la sécurité de notre économie, à un moment donné pillée par ces individus, se retrouve sur les réseaux sociaux. Moi je voyais encore ce matin une liste de près de 37 personnes interdites de sortir. Ça doit être un document signé hier. Je me demande donc comment de hier à aujourd'hui, on connaît le cheminement de ce document, on connaît dans quel service ce document peut transiter pour arriver où ça se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que je pense? Je pense qu'il s'agit d'un côté des personnes qui ont envie de se livrer une guerre, de remplir une victoire et utiliser les petits activistes des réseaux sociaux. Permettez, moi je suis un activiste également, mais il y a des choses que je ne peux pas publier, il y a des choses que je ne peux pas commenter, il y a des choses que je refuse de voir. Puis j'ai une page qui est suivie par des milliers de personnes, il y a des photos que je dois recevoir, il y a des plaintes contre des hommes politiques qu'on m'envoie en inbox, tel homme politique m'a stocké de l'argent, est-ce que tu peux publier? Et les gens le font, au bénéfice de qui? Quand tu vois ces personnes qui publient ces documents, qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes? Et quand donc demain, nous voyons notre pays va de plus en plus vers une corruption qui cesse de croître, et lorsqu'on tente par tous les moyens, soit d'arrêter ceux qui pillent nos fonds, lorsqu'on tente d'arrêter certaines personnes qui montent des coups contre le Cameroun, les mêmes personnes qui demandent un Cameroun bien gouverné sont aussi ceux-là qui diffusent les informations de la destruction de la bonne marche de l'administration. Je pense que nous devons avoir un esprit patriotique. On ne peut pas aimer Mbia, on peut ne pas aimer Laurent Nguesso, on peut ne pas aimer ministre, on ne peut pas aimer tel général ou tel homme politique, mais on doit aimer le Cameroun parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. On s'aime ou pas, nous sommes condamnés à être Camerounais. Très bien. Merci Fautine. D'Alvaris Ngoudjou. Décidément, donc, quand on a bien compris la lecture de ceux qui vous ont précédé, il s'agit ici d'une bataille de réseau, d'une bataille de clans. Dès que je reçois un document qui peut être préjudiciable, et puis moi je le publie tout simplement, peut-être en essayant de faire comme Maître Momo dit souvent, de te mettre dans la prison morale. Oui, je pense qu'il faut toujours diagnostiquer le mal en profondeur. Il peut y avoir une bataille de réseau, une guerre contre un certain nombre de personnes, mais même dans la guerre, il y a les règles de la guerre. Tout à fait. Il y a toujours des règles du jeu. Pourquoi est-ce que je le dis? L'exemple hier, par exemple, de M. Fouti, hier j'étais encore au bureau, en pleine journée, je reçois du DGSN, délégué général de la Sûreté nationale. Une note signée du DGSN? Oui, du DGSN. Oui. Une note confidentielle, portant justement sur près de plus d'une trentaine de personnes, certains ayant occupé de très hautes fonctions, rang de gouverneur, parfois assimilables de ministre au Cameroun, qui ont l'interdiction de sortir du territoire. Merci, messieurs. On va donc, je vous propose à présent un sujet de transition. Un sujet de transition hautement important dans la mesure où il concerne le Cameroun et cette fameuse opération Épervier qui a permis, ou plutôt qui a facilité, j'allais dire, malheureusement sur un plan purement négatif, la distillation sur les réseaux sociaux d'un certain nombre de documents classés secrets, estampillés d'ailleurs, on écrit top secret, mais on retrouve cela sur les réseaux sociaux. Finalement, le Premier ministre s'est indigné là-dessus et il a, comment dire ça, il a mis une circulaire
Il a émis une circulaire interdisant dans la publication des documents confidentiels dans ses réseaux sociaux. Mais rien n'a changé jusqu'ici. Et du coup, nous on s'interroge à quand l'application de ces mesures de sanctions prévues par le chef du gouvernement. D'ailleurs, puisqu'on parle du Cameroun, commençons par Yaoundé. Bilo ici, c'est un dossier que vous suivez vraiment. Alors, pourquoi est-ce que jusqu'ici, la circulaire du Premier ministre n'est pas mise en application, notamment au niveau des réseaux sociaux? Lorsqu'on parle souvent, on croit qu'on insulte les gens. On n'insulte personne, mais il faut dire que ceux qui se prétendent hommes politiques chez nous ne sont que ce que le président a dit, des apprentis sorciers. Parce que lorsque vous n'avez rien à dire, je crois que la meilleure façon de se taire. Mais on a engagé une lutte qui consiste à mettre les secrets de l'État dehors, pour déstabiliser tel, pour déstabiliser tel. Mais le véritable problème, c'est l'impunité qui règne. On ne devrait pas laisser... Le Premier ministre n'avait même pas à faire cette note. Il y a des dispositifs qui permettent de punir des gens qui détiennent des documents administratifs. Vous pouvez demander à un maître, il vous le dira. Alors, il fallait passer tout de suite à ce stade-là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une note et puis est-ce qu'elle va être exécutée? Est-ce qu'elle va être appliquée? On se pose des questions pendant que la situation pourrit. Ce que je dis, il est important aujourd'hui qu'on forme des citoyens. On va me demander, mais le Cameroun est des citoyens camerounais? Non, un citoyen camerounais qui est ignorant n'est pas un citoyen. C'est un mouton de panurge qu'on peut mener à gauche, à droite, pour atteindre tel but, à qui on peut dire un truc en cachant le véritable agenda. Il n'a pas la faculté de discernement, il n'a pas la faculté de compréhension, parce que ces choses-là, ça concerne des élites. Non. Les citoyens devraient connaître que telle chose fait tort à mon pays. Lorsque vous divulguez des secrets, dans d'autres pays, c'est des infractions extrêmement graves. Parce qu'en divulguant les secrets de votre pays, vous le vendez à l'étranger. Et est-ce qu'il y a plus gros crime que de vendre son pays à l'étranger? Donc, je dis qu'il est souhaitable qu'on quitte l'espace des discours et qu'on rentre dans celui de la répression. On a déjà cette lettre que écrite, cette note du Premier ministre est déjà suffisante comme une sorte une sorte d'alerte. Donc, il faut aujourd'hui qu'on punisse ces gens qui mettent les secrets dehors. Ce n'est pas normal. Parce que un État, tout État a des secrets. Et ces secrets concernent la vie de votre pays. Et cette vie, c'est comme la vie familiale. Il y a des choses qu'on ne devrait pas mettre dehors. Mais comment est-ce que les politiciens camerounais croient que combattre tel ministre ou combattre le président de la République, c'est de divulguer telle ou telle chose? Là, il y a, je dis, une ignorance coupable. Une ignorance coupable qu'il faut effectivement punir. Et c'est mon avis. On ne devrait pas laisser ce genre de choses se perpétuer en se disant, écoutez, on va voir la prochaine fois. Il n'y a pas de prochaine fois. Dès qu'il y a une faute, il faut punir. Parce que le laisser aller, ou la tolérance administrative, comme on dit chez nous, cette tolérance nous a causé énormément de tort. On ne peut pas continuer à en faire usage. Voilà ce que, de manière schématique, je voudrais exprimer à propos de cela. Merci Bilo ici. Nous restons toujours à Yaoundé, Jean-Arthur Aoumou. Alors, mais comment est-ce que cela se passe? Les internautes, quand même, ils ne sont pas des magiciens pour se procurer des documents classés, top secret, confidentiels. Comment ça se passe? Est-ce que c'est par erreur que cela se retrouve sur les réseaux sociaux?
Malheureusement, mon frère Bachir, ce n'est pas par erreur. Parce que lorsque vous recevez un document confidentiel dans votre administration, c'est à vous. Et que quelques minutes plus tard, ce document se retrouve dans les réseaux sociaux, ça veut dire que c'est un de vos collaborateurs, c'est l'un de vos secrétaires. Et donc on sait qui, par où la fuite a été organisée. Et donc, on doit sévir contre ceux qui organisent la fuite des documents confidentiels sur la place publique. Et cette fuite de documents confidentiels sur la place publique rentre dans la cabale qui est organisée contre le roi et sous. Maintenant, vous comprenez petit à petit. Parce qu'effectivement, c'est parce que diverses fractions néocoloniales veulent s'approprier le pouvoir et sont en train de faire une course contre la mort, se disant peut-être que demain le chef d'État ne s'initiera plus, ou mieux alors même, on peut me le bousculer pour qu'on y soit. Et donc, quand il met donc ces documents confidentiels sur la place publique, en réalité, ce n'est pas à nous que sont destinés ces documents. Ces documents-là sont adressés à leurs commanditaires de l'extérieur pour dire nous venons de donner un coup contre X qui voulait nous empêcher de réaliser telle ou telle chose. Voilà le message réel de toutes ces fuites-là. Et pour effectivement faire croire à l'opinion internationale que l'opération Épervier n'a pas sa raison d'être, en réalité, c'est une question qui a été montée pour donner pour faire des coups tordus à quelques 2 ou 3 personnes dont la tête ne plairait pas à X ou Y. Alors qu'en réalité, il y a le but réel de l'opération Épervier qui est bien fondé, mais il y a diverses forces. Est une infraction punissable des peines d'emprisonnement. Très bien, merci Maître Momo. Et nous accueillons sur notre plat le doyen Noah Sadio qui nous a rejoint. Noah Sadio, bonsoir, bienvenue au débat panafricain édition de ce dimanche 8-04. Je vous sois très redevable d'être venu vous rejoindre avec un retard. J'avais un étranger qui m'a pris un peu de temps. Je m'en excuse. L'important c'est que vous soyez là. L'Afrique est très fière de votre présence. Et vous nous rejoignez au moment où nous nous interrogeons, Noah Sadio, sur ces documents qui fuitent comme ça, des documents classés confidentiels, top secret, urgents, signés, estampillés par les hautes autorités de l'État, et puis on les retrouve comme ça dans les réseaux sociaux. Le Premier ministre a pris un certain nombre de mesures. On se demande à quand l'application de ces mesures. Alors, ici, d'où notre question à votre endroit, comment faire pour, n'est-ce pas, limiter, pour, comment dire, réduire au maximum la publication des documents secrets confidentiels de l'État dans les réseaux sociaux. Merci Bachir, un sujet très intéressant. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, nul n'est né voyou, nul n'est né voleur, nul n'est né ce qu'il est. On le devient, selon le milieu qui vous a fabriqué. Vous avez dit, les documents, ce n'est pas le propre du pays, donc du Cameroun. Ce problème est devenu un fléau en Afrique. Je vous ai dit que les gens viennent en politique, mais ils ne savent pas souvent où ils vont. Et la politique étant ce que je vous ai décrit, et que la dernière des faits étant la prison, après avoir joui des privilèges. Les privilèges vous amènent à tout croire, même à l'immortalité. Parce que vous êtes malade tout de suite, quittez votre berceau de l'humanité, le Cameroun, directement dans un hôpital à Paris. Alors que le colonel lambda est resté sur place en train de se gorgorlou, de se débrouiller pour se soigner. C'est ça qui pousse les gens à avoir trop osé, même chez moi, au Sénégal. Vous savez, c'est ma deuxième patrie ici. Je connais les gens. Vous dites le Premier ministre, mais je crois qu'il risque d'avoir un peu de retard pour le faire. Un document que Momo a signé comme mon patron, il me le passe pour que je le sécurise. Ce document devient
dehors. Mais c'est moi qui ai trahi mon mot. Et c'est compliqué. Voilà. Pourquoi les gens cherchent midi à 14 h? J'ai dit un document qui est signé par vous-même. Oui. En tant que responsable de ce plateau, vous me dites, ah, c'est confidentiel. On le voit dehors, c'est moi. J'ai parlé à l'oreille à ma femme, parce que le plaisir était immense, où on était dans l'extase. Mais il dit ça à sa soeur. Sa soeur dit ça, mais ne dit à personne. Hein. C'est ça. C'est comme ça. Les gens ici sont trop imbus de leur personne. C'est très facile. C'est facile. Pourquoi vous vous compliquez? Moi, je n'abonde pas dans votre sujet. Le NAM, comme m'a dit mon cher ami et frère, le NAM est une école nécessaire. C'est ceux qui sont partis dans le NAM qui en ont fait ce qu'elle est devenue. Oui. Mais c'est une bonne école. C'est une école de formation. C'est pour former les gens. Oui, peut-être. Ça dépend du sens qu'on le prend. Et c'est l'individu le problème. Le problème, c'est l'individu. Et l'argent. Si on ne se méfie pas de l'argent, l'argent fait tout. Il a dit qu'on lui amène des documents comme ça. Ouais. Il a eu le courage de le dire. Je crois que comme si on l'écoute, on n'amènera plus. Vous êtes dans une dynamique. Moi, je préfère qu'on n'amène même pas parce que déjà quand... Mais je suis en train de vous dire que, comme tu l'as dit si bien, et que tu l'as dénoncé, peut-être un idiot ne viendra plus. Oui. Voilà. C'est ça votre grandeur. Je ne suis pas en train de vous accuser. C'est ça. L'Afrique est mal partie. L'Afrique noire, très mal partie. C'est son idée de dire non. Si moi je vous en prie. On ne discute pas là-dessus. Fougerolak avait dit à Senghor, et je crois l'éminent professeur connaît Fougerolak, et il sait Senghor. Il a dit le Sénégal, où va le Sénégal? Senghor l'a rapatrié, mais il a eu la grandeur de le ramener. Parce qu'il dit tiens, ce monsieur, ce qu'il disait c'est bon. Où va le Sénégal? Les présidents de la République, c'est des gens qu'on doit accompagner. Oui, ça c'est clair. On doit les accompagner dans le travail. Mais si vous, en l'accompagnant, vous cherchez à dire que quand je m'asserai là, comment je vais faire et tout ça. C'est ça qui nous amène dans cette catastrophe des documents qui suivent. J'ai dit, ce n'est pas le propre du Cameroun, c'est le propre de l'Afrique. Imagine-toi, tu fais quelqu'un Premier ministre, comme mon cas, le cas de mon président. Aujourd'hui, il a son parti, il est devenu président et les gens l'envolent. Parce que qui? Tu sais pourquoi? Parce que celui qui était là, à qui on a rabassé les oreilles, celui-là et ceci, l'a foutu dehors jusqu'à lui dire que ta mère est un sorcier. Moi, si tu me dis que ma mère Geneva est sorcier, je crois que tu vas me mettre en prison, mais on va lutter là-bas. Parce que tu ne l'as jamais vu faire le cannibalisme avec tes femmes. Voilà le problème. Il n'y a rien à dire d'extraordinaire là-dessus. On épilogue, on perd la philosophie. Tu m'as donné un document, tu m'as dit, chut, je prends ce document, je le garde, je sais que c'est chut, mais je dis à ma femme au lit, parce que les bas étaient bien, excusez-moi, je ne suis pas arrogant, et tu lui dis, elle aussi, elle va aller dire ça à un autre. Ça commence comme ça. Ou bien on te dit, tiens, si tu connais quelque chose, dis donc, on partage le gâteau et qui, c'est ça, l'argent. Les gens courent derrière l'argent. Ils font ce qui est impossible. C'est les 5 P de la politique. L'argent, tout. Finalement, tu vas en prison. Parce que les gens viendront, d'autres diront, non, c'est pas comme ça, ils vont se battre contre toi et c'est fini. Maintenant, quand le bateau est en train de couler, chacun cherche comment sortir, et nager et partir. La prétention, le pouvoir, le prestige, les privilèges et finalement la prison. Voilà. Merci en tout cas. Alors, docteur Basileke, en définitive. Oui, en définitive, Bachir, tout ce qui a été dit depuis qu'on a entamé ce sujet me semble parfaitement fondé. Mais je voudrais ajouter une chose. Les gens de mon âge, les gens comme Bello Aïssi, Noah Sadio, nous avons été élevés dans un système où on nous disait voler n'est pas bien. Il faut aimer sa famille, il faut aimer son pays. C'est ça la patrie, c'est-à-dire la terre de mes parents, la terre des fatherland, comme disent les anglo-saxons. Malheureusement, depuis quelque temps, les enfants vont à l'école et on leur apprend à dériver les équations, à réciter un certain nombre de choses. Créer des automatismes. Des automatismes qui ne peuvent pas s'en défaire. La famille même vient le bousculer pour mettre en place leur système.
Et pourtant, s'il faisait 3 ans et qu'on l'enlevait, l'autre qui arrive, il fait 3 ans, on l'enlève, et on prend des jeunes qui sortent des écoles. Et en plus, vous avez une connerie qu'on appelle ENAM au Cameroun. Je suis désolé d'appeler connerie. C'est pas une connerie, c'est l'école normale d'administration et de magistrature. Oui, l'école de magistrature. Ils sont tous en prison. Voilà l'école de la magistrature. Ils sont tous en prison. Il y a quand même quelques-uns. Il y a quand même quelques-uns. On n'est pas tous pourris. Monsieur Bachir, je ne dis pas que tous sont pourris. Mais la majorité sont en prison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faute n'est pas à l'école, mais à l'individu. Bon, le problème, c'est quoi en fait? La méritocratie. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on a compris que des jeunes qui sont formés ailleurs peuvent venir diriger ce pays, on va passer tout le temps à se tromper. Parce que ce ne sont pas toujours les gens qui dirigent bien un pays qui peuvent aller à l'ENAM. Il y a des enfants qui sont formés à l'extérieur et qui méritent ces places-là et qui ont appris un peu, je ne sais pas comment qualifier, mais on les laisse pour dire, comme ils sont de l'ENAM, ils connaissent tout. Les gens connaissent. Souvent, vous prenez des magistrats, vous les mettez à la tête d'une société, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle gestion. Il a pour signer les pavillons, on fabrique n'importe quoi et on les met en place. Non, c'est nous qui devons tout faire pour mettre en place des gens qui méritent et pas sortir simplement de l'ENAM. L'ENAM n'est pas une école où on forme les sorciers. D'accord. On doit récupérer tout le monde dans l'administration et mettre à l'envers pour que le pays avance. Très bien, merci Simo. Maître Momo, le constat est donc là, les documents confidentiels de l'État se trouvent dans tous les masses médias et du coup, le Premier ministre quand même prend des mesures. Je le disais tout à l'heure à mon cher ami d'Alvaris Ngoudjou, qui vont, n'est-ce pas, de l'appel au respect jusqu'à la répression. Alors, est-ce que l'heure n'est pas à la répression quand on voit la gravité de la chose? C'est tellement grave que il faut comprendre les mobiles principaux qui poussent des responsables, parce qu'il faut rectifier le tir. Ce ne sont pas les derniers des Camerounais qui font ces publications, ce sont des responsables. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez en main un document qui provient de la Délégation générale à la Sûreté nationale, qui aime, lorsque vous regardez le papier l'entête, c'est Présidence de la République, Secrétariat général, Délégation générale à la Sûreté nationale, et puis vous avez le texte qui est signé, marqué, frappé du sceau confidentiel. Comment un document de pareille envergure peut se retrouver en d'autres mains que celles indiquées? Il faut comprendre. Le premier mobile, M. Bachir, vous constatez que ces documents concernent une catégorie de personnes. Oui. C'est-à-dire ceux qui de près ou de loin sont concernés par. Oui, c'est-à-dire que ceux qui de près ou de loin sont investis de certaines prérogatives de puissance publique. Je vais être plus clair. Oui. Des personnes qui sont appelées à côtoyer le patrimoine financier de l'État. Donc, quand le document se retrouve dans les réseaux sociaux, première raison, ce sont des complices qui informent les auteurs principaux de prendre toutes les dispositions pour s'éloigner des arcanes judiciaires. Vous avez compris, vu avec l'histoire d'Atanakuna, l'ancien ministre des Mines, qui se retrouvait au Nigeria malgré ces documents, les documents financiers. Donc, les détournements des deniers publics, la corruption sont en quelque sorte une pieuvre. C'est pour cela que dans ces dossiers, vous allez retrouver les personnes les plus insoupçonnées. Lorsqu'on divulgue, par exemple, des documents top secrets, confidentiels, c'est à partir de ce niveau que s'organise non seulement l'insolvabilité, c'est-à-dire faire disparaître le corps du délit au cas où, mais aussi et surtout de paralyser la procédure. Et lorsqu'on aura paralysé la procédure, on aura atteint celui-là qui a la charge, la responsabilité de ce dossier. Diffuser de tels documents devient dans ce cas comme une sorte de lanceur d'alerte, même si c'est dans le mauvais sens, c'est-à-dire une manière de dire à l'autre, oui, essaye de t'échapper avant. Prendre des dispositions. Oui. Je ne voudrais pas que tu me cites ou je ne voudrais pas être impliqué. J'étais soutenu dans cette activité. Je ne voudrais pas judiciairement être impliqué. Prendre des dispositions à temps. Soit pour organiser l'insolvabilité, et je répète, soit uniquement pour nuire à la personne qui a la responsabilité de cette opération épervier. C'est le ministre d'État, garde de ce Laurent Esso,
et le chef de l'État lui-même, pour lui dire votre opération, c'est une foireuse opération. Deuxième élément, si à défaut de paralyser le dossier de procédure ou d'organiser l'insolvabilité, il faut tout simplement prouver qu'il n'y a pas d'État, que nous sommes dans une république bananière, parce qu'il est incompréhensible qu'un document frappé du sceau confidentiel, un document administratif top secret, se retrouve dans la rue et dans la poubelle. Donc, cela veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'État. Il faut comprendre derrière cette histoire une suite des réseaux. Ce sont des réseaux. Ce sont les réseaux qui sont en train de faire la sale besogne. Et pourquoi les réseaux font la sale besogne? Ils font la sale besogne, premièrement pour se protéger, deuxièmement pour se positionner, parce qu'il y a une guerre de positionnement autour du chef de l'État de nos jours. Il y a une guerre de positionnement où des gens sont en train de s'entre-détruire. Mais est-ce que parce qu'il y a une guerre de positionnement, on va dire que tous les coups sont permis? Tous les coups sont permis. Y compris des coups qui vont, comme le disait Fauting, détruire même l'État pour lequel nous appartenons. Puisqu'ils ont le plus grand intérêt, pas d'intérêt, pas d'action, qu'est-ce que vous voulez? S'il faut aller au niveau de détruire l'État, ils sont prêts à le faire. Monsieur Bachir, je vais vous faire comprendre que dans ces réseaux de corruption et de détournement de deniers publics, il s'agit en réalité d'une guillotine. Il n'y a pas de cœur. Les gens agissent outre mesure. Il n'y a pas de considération. Donc, tous les coups sont permis. Vous avez vu la cabane de Jeune Afrique s'agissant du dauphinat entre guillemets du chef de l'État. Et si c'était lui? Oui, je crois qu'on a encore la une. Donc, nous sommes en année électorale où tous les coups sont permis, tant au niveau sur le plan intérieur qu'à l'international. Vous comprendrez que l'opération Épervier, on a le plus grand intérêt. Les publics ont le plus grand intérêt qu'elles reprennent de la plus forte des manières. Vous avez regardé dans ce dossier, monsieur, dans ces publications des documents top secrets, certaines personnes qui sont même déjà sous le coup d'une condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, comme le détournement des deniers publics, le braquage est en réalité une pieuvre. Lorsqu'on a coupé cette tentacule, il y a une autre qui reste encore en activité. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut regrouper et puis de façon claire, le Premier ministre, on ne va pas rester tout simplement, sur des mots lacunaires qu'il faut punir. Il faut passer de la parole à l'acte pour que les gens comprennent que la divulgation d'un secret professionnel